Je vais vous présenter trois choses d'abord au démarrage. Les trois développements technologiques qui ont changé notre métier, notre activité et notre société même. C'est sur les réseaux sociaux, le digital et l'intelligence artificielle. Alors, je serai plus rapide sur les deux premiers et pour aborder le problème de l'intelligence artificielle en priorité. Donc, alors, sur les réseaux sociaux, rapidement, premier constat, c'est que les réseaux sociaux, en fait, se nourrissent des désirs qui ont toujours existé. C'est-à-dire, ce qu'on voit apparaître sur les réseaux, c'est ce qui a toujours été euh, des désirs les plus nobles, les plus vils de l'expérience humaine. Donc, il n'y a rien de nouveau dans les contenus. Par contre, et puis il y a trois bénéfices importants. D'abord, ça permet de valoriser les expériences euh, aux personnes en les racontant, c'est très important. C'est le besoin de parler, de se raconter qui est mis en valeur. Il y a une deuxième notion qui est mise en valeur, c'est l'idée de pouvoir se cacher et se montrer à volonté. Ça, c'est également un point très important. C'est une sorte de jeu de cache-cache, assez ludique, assez enfantin. Et le troisième point, c'est de n'être jamais oublié. Ça, c'est aussi extrêmement important sur l'aspect psychologique. C'est pour éviter tout sentiment d'abandon, surtout dans un monde qui est marqué par l'individualisme. Et puis, évidemment, c'est la création de nouvelles formes de liens, de communautés, ce que Michel Maffesoli appelle les tribus. Puis, il y eut le 17 mars 2020, avec l'annonce du confinement par le président de la République. Et là, à l'influence des réseaux sociaux s'est ajouté les effets du confinement, et en particulier sur les jeunes. Et la population s'est retrouvée incarcérée et avec un risque majeur pour les plus jeunes, c'est de vivre dans un monde virtuel. Et on attachera beaucoup d'importance à la notion de virtualité. Un monde fantomatique et en manque d'émotions partagées. Les émotions, il y en a énormément sur les réseaux sociaux et le partage au niveau des relations humaines charnelles est défaillant. S'abreuve aussi de fake news et s'en est suivi, ça a été analysé, mesuré par beaucoup d'instituts, c'est un effondrement psychologique des futures générations. Je n'insisterai pas non plus, il y a énormément de travaux là-dessus, sur la maladie, la dépression, les suicides, etc., qui continuent d'ailleurs. Alors, il y a un phénomène qui s'est ajouté, qui est très important, c'est l'appauvrissement du domaine de la langue. Moins de mots, moins de vocabulaire, moins de pensée. Vous voyez que ça a une influence directe sur notre activité professionnelle. C'est une moindre faculté de penser. On sait qu'aujourd'hui, la limite de 280 caractères pour les messages Twitter est atteinte. Donc, moins de conducteurs dans la pensée, moins de trames narratives. Grande difficulté à raconter. Et alors, ce qui se passe, c'est que les consommateurs ont de plus en plus recours à des automatismes de langage avec une hyper-rationalisation. On va se retrouver face à un matériau de discours extrêmement pauvre. Donc, on se trouve de plus en plus avec des consommateurs qui sont quasiment à sec, qui restituent une foule de lieux communs, stéréotypes, véhiculés par les réseaux et les médias. Et je qualifierais cette période actuelle comme étant celle de l'ère de l'opinion, avec des répercussions évidemment importantes dans la façon d'interroger les consommateurs. Ce qui se passe également, c'est que l'ère de l'opinion, c'est ce qu'avait déjà Paul Valéry au siècle dernier qualifié, quand il disait que le mensonge et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. Et alors déjà Pierre Bourdieu, dans les années 80, signalait
avec cette phrase, qualifier quasiment tout ce qui se passe aujourd'hui dans les études quantitatives, je dirais, pour résumer la situation. Demander n'importe quoi à n'importe qui a presque toujours assez de bonne volonté pour répondre au moins n'importe quoi à n'importe quelle question. Alors, la question pour nous, le problème, c'est que dans mon métier, je ne conduis pas des mesures d'opinion. Je n'ai affaire qu'au langage, et mon métier est d'analyser le discours des consommateurs, enfin des clients. Et le problème, c'est qu'on a le langage du quotidien qui apparaît. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce langage est de plus en plus stéréotypé. Donc, comment faire pour connaître ce qu'on appelle les pensées inconscientes, que les neuroscientistes, les consommateurs? Comment faire pour que les consommateurs expriment leurs désirs? Et alors, sans avoir recours aux enquêtes de public. Alors là, j'ai peut-être une petite réflexion de notre camarade Einstein qui précise bien qu'au-delà du quanti et de la mesure des opinions, on peut accéder à d'autres contenus et à un autre langage, celui simplement de la rationalité. Donc, il nous a fallu créer des méthodes qui libèrent la parole des consommateurs, créent un désir d'énonciation. Et on revient à ce que je vous présentais au début avec mes études de lettres et mes humanités, la psychologie clinique et la créativité. Qu'a-t-on fait? Bien, on a mis en place une batterie de techniques qui s'appuient sur la spontanéité, la créativité de chacun et l'imagination qui traîne des facultés. On a mis en place des batteries de techniques, si vous voulez, on pourra y revenir, mais ce n'est pas le propos, hein, et en s'appuyant sur mes références. Pour l'instant, on va regarder un peu comment le digital a influé sur notre structure d'entreprise et sur nos activités. Alors, concernant le digital, il s'est diffusé lentement dans nos moyens de communication avec les consommateurs, mais aussi avec nos clients et dans l'entreprise. Tout d'un coup, avec la crise de Covid, le digital a explosé. Il s'est trouvé dans une mise à distance des relations avec nos clients, les briefings, les présentations, les résultats d'études, tout se passait par Zoom, Teams et compagnie. On se rencontre de moins en moins en chair et en vrai, et comme aujourd'hui là. Ces dernières, on dit tous en Zoom, plus de relations, de contact. Il y a aussi la mise en distance des relations avec les consommateurs. Alors là, les interviews de consommateurs sont devenues, ce qui est devenu la norme, c'est d'interviewer à distance, en individuel, en groupe, via Internet, via des plateformes. Dans tous les secteurs, on s'est mis à mener des études sans contact humain. Donc, par exemple, là, on a fait une étude sur la France, l'Allemagne, US et Chine dans le secteur automobile, et on a interviewé des étudiants d'écoles de commerce, des journalistes financiers, spécialistes de la presse économique et de l'automobile, des particuliers, des sociétés de recrutement, des investisseurs, tout ceci sur tous les pays à distance. Ce qui autrefois était infaisable et n'était même faisable, n'était pas fait. Et bon. Donc, finalement, les entreprises ont énormément gagné. Économie, évidemment, les entreprises, plus de frais de transport, restauration, séjour, voyage, briefing, etc. Le suivi des entretiens, les présentations, tout se faisant à distance. C'était aussi une énorme économie de temps dans la gestion des personnels. Tout s'est suivi en streaming. Ce qui fait que les responsables marketing et communication restaient dans leur bureau, suivaient nos interviews à distance, avec plus ou moins d'attention, quand-même disparaissant des écrans. Mais ce qui se passe depuis donc les confinements, c'est qu'avec le retour, la disparition du Covid,
beaucoup de dirigeants commencent à avoir une grande lassitude par rapport au fait d'avoir été coupés de leurs consommateurs et de leurs clients. Parce qu'à force de ne plus écouter, de ne plus entendre, de ne plus comprendre. Donc, avec la dilution des relations humaines, moins d'implication dans les tâches à accomplir, moins de prise sur les préoccupations et les attentes des consommateurs. Euh, avec une problème, conséquence fâcheuse sur le moral des troupes. 30% de télétravail en France, avec un nombre incalculable de personnes n'ayant pas le désir de poste de travail. Bon, c'est pour ça que de plus en plus, l'on constate dans nos directions demande à ce que les équipes retournent sur le terrain, sentir l'état et le climat de leur cible, suite à une sorte de perte de contact. Bilan, j'irai avant d'aborder le étape suivante. Avec la propagation du digital, en bilan, baisse du niveau culturel des consommateurs, du public, des populations, mais on peut aussi constater que ça n'a pas remis en cause fondamentalement notre métier, puisque nous avons continué à travailler à distance et que petit à petit, on constate un retour au présentiel. Je vais vous montrer maintenant, c'est peut-être, si j'arrive à enlever cette espèce de barre. Donc, on va aborder le problème de l'IA, qui va diriger de plus en plus nos sociétés et qui, là, ont des conséquences énormes sur notre activité professionnelle et sur nos relations avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Bon, alors, il est certain qu'il va diriger de plus en plus nos sociétés, nos organisations et nos individualités. C'est un progrès phénoménal pour l'industrie, la culture, enfin tous les secteurs que vous connaissez par cœur. Énormément de progrès dans la lutte au changement climatique, la prédiction, traitement des maladies et autres. Elle pénètre donc tous les secteurs de la société, y compris nos sociétés d'études. Et elles ont des capacités redoutables à raisonner, planifier et même à créer. Je vais vous montrer des exemples de création de ChatGPT qui sont assez spectaculaires. Alors évidemment, pour l'entreprise, c'est un enjeu considérable, puisque ça touche tous les secteurs de son organisation même, y compris les études marketing, y compris la recherche qualitative, bien sûr. Ce qui est important, c'est que, à part le gain de temps et d'argent, l'IA permet une personnalisation des contenus, génération d'idées, prise de décision rapide, énormément d'efficacité dans le temps, hein, et ça permet aussi en entreprise de créer une forme d'émulation entre les membres de l'entreprise, dans les groupes d'entreprise. Alors, avant de voir vraiment ce qui m'est arrivé avec l'IA, je vais engager 2-3 réflexions sur l'IA elle-même. La première réflexion, c'est celle du contrôle des robots. C'est assez d'actualité. Donc, au-delà du fait que les algorithmes sont d'un apport considérable, ce qui inquiète le plus les professionnels de l'IA, par exemple, c'est Sam Altman, président d'OpenAI, qui a défini sa mission comme étant de s'assurer que l'intelligence artificielle générale profite à l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a une sorte d'angoisse latente qui est Elon Musk aussi, l'un des défis du futur sera de trouver un sens à notre vie, avec cette sorte de génie magique à notre disposition, on pourrait faire tout ce que nous voulons. Et il précise, j'espère qu'elle sera intelligente avec nous.
Terminator était déjà présent il y a quand même un certain nombre de décennies. Et alors, il y a des conséquences donc sur l'humanité, mais en tant qu'être humain également. Et en tant qu'être humain, je voudrais citer ce que dit Clément Rosset, le double est toujours compris comme ayant une meilleure réalité que le sujet lui-même, comme figurant une sorte d'instance immortelle par rapport à la mortalité du sujet. Ce n'est pas l'autre qui me double, c'est moi qui suis le double de l'autre. C'est vraiment la problématique principale de l'intelligence artificielle, que j'appelle un déficit ontologique. Parce que le problème de l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement qu'elle pense sans savoir ce qu'elle pense, c'est ce qui nous arrive la plupart du temps. C'est plus fondamentalement qu'elle nous renvoie notre propre image, celle d'un homme imparfait par rapport à l'IA, capacité cognitive inférieure à celle du double, c'est de l'agent conversationnel, notre agent. Alors, on a une sorte de modèle de surhomme auquel nous devrons nous confronter dorénavant. Et ce déficit ontologique, c'est une conséquence fâcheuse de la fréquentation des robots. On le verra également dans le travail que ça peut se produire. Monterland, il écrivait déjà il y a fort longtemps, ce sont les fantômes qui sont cruels. Avec des réalités, on peut toujours s'arranger. Donc il va falloir s'arranger avec nos agents conversationnels. Il y a donc c'est la question du double qui se joue ici. La question du double humain augmenté. C'est le grand débat sur humain augmenté. Alors c'est ce qui inquiète déjà les auteurs, les concepteurs, les écrivains, les scénaristes, qui se révoltent déjà pour défendre leurs droits d'auteur. En fait, ce qui est questionné, c'est l'existence même de l'individu comme auteur de ses œuvres. C'est ça qui est questionné dans Avec l'IA. En plus, l'IA générale capable d'effectuer, d'apprendre maintenant quasiment comme nous, imaginer un système qui se modélise lui-même et l'IA commence à y parvenir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'illusion à avoir sur l'intelligence artificielle, est déjà capable de faire énormément de nos tâches. Alors, il y a des interrogations, des angoisses. Qui serons-nous quand nos existences seront guidées par nos doubles? Qui sera l'auteur de nos œuvres? C'est tout un type de réflexion. Moi, le vrai danger, tout à l'heure qui est pas surmontable, hein, le vrai danger, c'est la création d'une société à deux vitesses. Pour moi, c'est le réel danger de l'IA. C'est de voir l'IA induire un modèle de communauté hyper sophistiquée, communauté savante, et du monde d'en bas, appartenant à une classe de ceux qui profitent de l'IA, qui savent s'en servir, comme prodigieux outils de connaissance, de création, sont les étudiants, les ingénieurs, les chefs d'entreprise, les chefs d'État également, qui sont capables de tirer le meilleur de l'IA et le pire en termes de propagande et d'asservissement. Mais je dirais que par rapport à ce point également, les angoisses que génère l'IA sont toujours à relativiser parce que c'est une sorte de dystopie qui renvoie au fond des âges. Déjà, Aristote s'inquiétait des conséquences de l'existence des navettes automatiques de tout instrument capable de mener à bien son œuvre propre. Déjà, sous Aristote, il y avait cette angoisse de devenir des exécutants et il y aurait des maîtres d'esclaves. C'est que le mot robot, étymologiquement, ça veut dire esclave. Là. Ça veut dire qu'un nouveau monde est en train de naître. Quand on a vu au début de les jeunes générations peut être
dominée par le virtuel, par les réseaux sociaux, par Internet, on peut réellement s'inquiéter qu'un nouveau monde de ce type soit en train de naître. Donc, l'avenir est entre nous. Alors, on a vu l'IA en tant que société, en tant qu'humain. On peut voir maintenant ce qui s'est passé dans les entreprises, les plus récemment. Alors, un constat pour moi, dans le quanti, la révolution de l'IA sera beaucoup plus puissante et forte et rapide dans le quanti. Tout ce qui concerne les mesures d'opinion et ainsi de suite. Parce qu'avec ChatGPT, Brad Bing, Chat, avec Mistral, etc., avec d'autres robots, c'est la fin annoncée, d'après moi, du quantique traditionnel. C'est la naissance de nouveaux modèles de société d'études quantiques. Chez Ipsos, Kantar, IFOP et les autres. C'est une révolution. On a connu ce type de révolution dans les années 80. Et elle est beaucoup plus radicale qu'en 80. Parce qu'en 80, on avait une sophistication des modèles d'analyse statistique, développement des méthodes d'enquête, d'études, de tests, à la fois aussi inventifs que performants. C'était une époque de grande émulation et de grands progrès dans les instituts quantiques. Cette fois-ci, le changement va être beaucoup plus. Dans le Cali, ça va être beaucoup moins brutal, certainement plus progressif. Ça va être pris en main par les instituts quantiques, qui sont du Cali. Et de mon côté, ce que j'annonce en fait, c'est la fin des chargés d'études Cali. C'est la fin du milieu intermédiaire entre les directions Cali, direction d'études, et les juniors, et les classes moyennes, je dirais. Pour vous donner un exemple de ce que capable de faire, comment ChatGPT peut remplacer le chargé d'études, je vais vous montrer. J'ai posé à ChatGPT une question. Je lui ai demandé, écris-moi un poème sur les études qualitatives. Voilà. C'est la seule question que je lui ai posée. Et en un quart de seconde, il m'a envoyé ce petit texte avec des rimes et avec certaine élégance. Ces études sont toutes un art qui réclame patience et doigté. Vous voyez qu'il arrive à terminer. Les idées se confrontent sans tabou et la solution surgit de l'inconnu, ce qui est quand même une façon, en un quart de seconde, assez spectaculaire de restituer une image, enfin, une idée de ce que sont des études qualitatives. Quelques strophes. Donc ça veut dire que Chat a une conscience. Toujours un débat, est-ce que Chat a une conscience? C'est une évidence. Mais il n'a pas la conscience de la conscience, c'est-à-dire il n'est pas conscient de ce qu'il exprime. Le problème, c'est que Chat est très studieux, et donc d'une grande intelligence pour associer. Et on se trouve donc, vous voyez très bien, face à un poème d'un consciencieux élève de troisième, dans lequel ne se manifeste en fait, et regardez de près, une présence d'auteur. C'est un assemblage de mots qui ne communique, qui ne transmet pas d'émotion. Voilà. Je vais vous montrer, pour aller plus loin encore, ce que Chat est capable de faire quand il s'agit d'analyser du texte produit par des consommateurs. Alors, je vais vous présenter l'exemple de Dahlia Noir de Givenchy. C'est un exercice un peu spécial. On a montré une image publicitaire de Dahlia Noir et on a interviewé des femmes dans la cible, hein, acheteuses de parfums de luxe, et on leur a demandé de transposer cette image sous forme d'une image symbolique, un symbole. Donnez-moi un symbole de cette publicité. Et ensuite, on leur a demandé de décrire ce symbole. Qu'est-ce que ce symbole vous raconte?
Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est que la première image, je prends l'exemple d'une interviewée, hein, une première image symbolique a été donnée. Whistle in the wind, an empty desert. Alors, j'ai donné cette image à ChatGPT et je lui ai demandé, la consigne, le prompt, c'était explique-moi la signification de cette image. Et il m'a répondu, les chardons en mouvement suggèrent une certaine fragilité, vulnérabilité, beauté intrinsèque dans des conditions difficiles. Et sur le désert, la désolation du désert crée une impression de solitude et de vastitude. L'absence de vie humaine souligne le caractère isolé et silencieux de l'environnement. Vous voyez quand même que là, on a franchi une étape supérieure ou simplement à l'exercice d'assemblage de mots. Là, on est dans l'interprétation d'un texte. Une interprétation qu'il a suivie également quand on lui a donné le texte de l'interviewé parlant de l'image de la femme d'Alia Noir déclinée du symbole. Alors, elle se déplace comme un serpent très élégant. L'analyse de Chat, c'est la comparaison avec le mouvement d'un serpent évoque une élégance fluide, une certaine séduction, caractéristique renforce l'image d'une femme mystérieuse et attirante. Et en plus, par rapport aux commentaires de l'interviewé, la retenue émotionnelle suggère une maîtrise de soi et un accent sur les objectifs professionnels. Cela renforce l'image d'une femme indépendante, déterminée. Vous voyez que là, on est à un niveau d'interprétation d'un texte qui dépasse énormément, largement, ce qu'on pouvait imaginer de mieux. Alors, je vais passer directement. Ça veut dire qu'il suffit à Chat de quelques secondes déchiffrer une quantité importante de verbes volatiles. Là, je vous ai présenté deux réponses. C'était des réponses parmi l'interview trentaine de femmes, ayant produit chacune une image symbolique, ayant produit l'image de la femme, l'image du parfum, l'image de Givenchy. Donc, je vous ai donné une petite partie du recueil, du verbatim. Donc, de la même façon, un quart de seconde, ChatGPT nous a analysé l'ensemble du matériel. Et 30 interviews saisies. Donc, alors, ça veut dire, pour moi, c'est ce qui explique mon point de vue, qui est de voir disparaître le niveau des chargés d'études. Chargés d'études qui, jusqu'alors, étaient là pour faire des mises à plat, structurer le discours, analyser le discours, pré-analyser le discours. Moi, c'est terminé. Et puis, mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une disparition de notre métier? Alors là, par contre, je n'y crois pas du tout pour, pour différentes raisons. La première raison, c'est que les analyses de l'IA sont toujours partielles, tout moins encore. C'est ce que signale, ce chercheur qui dit que leur expertise est entièrement précalculée. Les réseaux ne peuvent raisonner dans le temps pour décider qu'un animal mort reste mort, comprendre l'essence de la phrase, il n'est toujours pas mort, et la bizarrerie de cette autre phrase, il n'est pas toujours mort. Donc là, on est au stade on demanderait à ChatGPT non seulement d'être conscient de ce qui se dit, d'avoir conscience de la conscience qu'il en a, ce qui est quasiment impossible pour l'instant. En fait, le déficit de l'IA, pour moi, c'est un déficit. C'est la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que nous sommes arrivés sur la suppression des analystes direction connue.
c'est parce que le déficit de l'IA est d'abord ontologique. Par exemple, comment peut-on analyser cette interrogation, mais où est donc Ornicar? On peut légitimement se demander qui peut bien être cet Ornicar, mais qui le dira si ce n'est nous en tant qu'auteur de l'énonciation. Ici, on est dans un domaine de pensée qui échappe totalement au comptage, à l'analyse linguistique pure et simple. Et puis la troisième raison, c'est parce que notre métier ne consiste pas simplement à analyser du discours. C'est d'analyser la pertinence de ce discours, croisé avec les données et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Notre analyse se trouve exactement entre ces deux niveaux, l'analyse du discours, l'analyse de la problématique client, problématique de l'entreprise. En fait, ce n'est ni ChatGPT, ni l'analyse Kali, l'analyste interprète, qui décide. La décision finale se situe toujours du côté de l'entreprise. Ça veut dire que Chat a encore, et tous ses génères ont encore du chemin à parcourir pour remplacer l'intelligence humaine. Et puis, je vais terminer cette présentation sur, pour moi, chose très importante, dernière conséquence du développement de l'IA dans l'entreprise, c'est pour moi une exigence accrue de culture. En fait, l'entreprise aujourd'hui réclame de nouveaux savoirs, on le sait, un nouveau savoir enthousiaste, créatif, avec une solide formation en mathématiques, rompu à l'analyse des data, à l'utilisation des nouvelles technologies. Et attention, moi, ce que je vois poindre, c'est un risque majeur. Par la fréquentation des jeunes marketeurs, les meilleures multinationales, constate un très fort accroissement de leurs compétences intellectuelles, brillantissimes, accroissement concomitant à une diminution d'un bagage culturel. On revient au début de ma présentation. La fréquentation des algorithmes a déjà remplacé celle des humanités chez nos jeunes pousses. Je suis persuadé que nous sommes dans une société de plus en plus submergée par l'information pure et simple, par l'immédiateté, par l'utilitaire, et que nous aurons de plus en plus besoin de culture. Ne serait-ce que pour mettre en perspective les informations de différents niveaux et différentes natures, en niveau innovation, en création, en stratégie commerciale, marketing. Tous nos résultats d'analyse misent en perspective les grandes tendances et de l'histoire de nos sociétés, de la mode, de la littérature, des arts, de la philosophie et bien sûr des sciences humaines. Ce besoin de culture concerne toutes les disciplines. Je vais vous présenter pour terminer l'exemple édifiant d'un discours tenu par Raphaël Gaillard, qui est un personnage assez important, le voici. Il est directeur du pôle hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, Université de Paris, c'est édifiant. C'est un médecin, psychiatre, et il écrit dans un livre qu'il a fallu réapprendre aux étudiants en médecine à lire à travers d'une nouvelle discipline qu'il a instituée, hein, la médecine narrative. Grâce à des ateliers de lecture et d'écriture, c'est la capacité des futurs médecins à entendre ce que les patients leur apprendront, et ainsi éduquer. Vous voyez qu'on en est arrivé à un stade de compétence dans un domaine scientifique qui manifeste un effondrement de la culture. Donc, ce que je dirais en conclusion, réapprendre à lire et à écrire, c'est bien le comble des experts en sciences médicales. C'est quasiment le reflet d'une société qui est en train de se faire et de se défaire. Alors, ce que je veux souligner, c'est que les entreprises en ont parfaitement conscience. Ils réclament de nouveaux profils
je les vois progressivement s'ouvrir, profil, ne sort pas forcément d'être premier en mathématiques, scientifique, commercial. Pour moi, les entreprises ont un virage, elles ont commencé à prendre, et le Cali aussi. Moi, il va de l'avenir de notre profession. Voilà. À ce stade, j'ai terminé. J'espère n'a pas avoir été trop ennuyeux par rapport au sujet.